une activité qui est bien encadrée par le législateur et qui nécessite de remplir certaines conditions. Bon, pour ne pas entrer dans le fond de l'histoire, ce qu'il faut comprendre ici pour les entrepreneurs, c'est que en dehors des conditions à remplir, des conditions classiques à remplir lors de la création des entreprises, notamment peut-être les CNI pour les associés, les statuts et les casiers judiciaires pour le gérant ou la déclaration sur l'honneur, il faudrait comprendre que certaines activités, la pratique de certaines activités est conditionnée à l'obtention d'un agrément qui nous donne l'autorisation, il faut, excusez-moi de la répétition, de pratiquer cette activité. Nous aurons ainsi, dans les domaines tels que le placement des personnes, nous aurons besoin d'un agrément. On peut également citer les activités bancaires qui nécessitent également l'obtention d'un agrément. Nous pouvons également parler du transport des colis qui nécessite également l'obtention d'un agrément. Donc, pour beaucoup, c'est une surprise et c'est vraiment malheureux, mais il est important de bien sécuriser ses affaires lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est en quelques mots le commentaire que je peux faire par rapport à cette actualité. Et comme ça, je vais vous remettre la parole, M. Melva. Merci déjà. Donc, comme vous pouvez le comprendre, certaines activités, l'exercice de certaines activités est conditionné à l'obtention d'un agrément. Donc, très souvent, on obtient un agrément après avoir créé l'activité. Et donc, lorsque vous exercez une activité sans avoir obtenu au préalable l'agrément qui est exigé par la loi, votre entreprise va être fermée. Donc, à tous les créateurs d'entreprises qui nous rejoignent à l'instant, sachez que lorsque vous exercez une activité, en principe, l'exercice de l'activité est libre, mais lorsque vous exercez une activité qui est soumise à l'obtention d'un agrément et que vous ne l'avez pas, vous courez le risque que votre activité soit du jour au lendemain fermée. Et si jamais vous manipulez beaucoup d'argent, que quand vous déposez beaucoup de personnes, vous pouvez donc vous attendre légitimement à être poursuivi. Vous pouvez faire l'objet de poursuites judiciaires, vous pouvez vous retrouver en prison, vos biens peuvent être saisis. Ceci étant, on va entrer un peu de plein pied dans le sujet, qui aujourd'hui était ainsi formulé, établissement, SARL, SAS, SA, comment choisir la forme juridique adaptée à votre entreprise. Et donc là, je reste avec toi, David. Je vais donc t'accueillir avec une question. Quelles sont donc les formes juridiques existantes d'entreprises existantes au Cameroun? Globalement, est-ce que déjà, tu peux nous brosser de manière générale les différents types d'entreprises qui existent au Cameroun? Ok, bon, si je t'ai bien compris, tu souhaiterais savoir quels sont les choix de formes juridiques qui s'offrent aux entrepreneurs lorsqu'ils veulent créer leur entreprise. Bon, en réalité, il existe une large gamme de sociétés commerciales dans l'espace OADA, parmi lesquelles les entrepreneurs peuvent opérer un choix en fonction des aspirations et de leurs moyens. On peut distinguer, entre autres, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Et au milieu, on peut dire les sociétés hybrides. Parmi les sociétés de capitaux, nous avons les SNC, sociétés à nom collectif. Nous avons les sociétés à commandite simple, la SCS. Et comme société hybride, nous avons les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action simplifiée. Et comme société de capitaux, nous avons la SA. Aujourd'hui, bon, dans le cadre de notre communication, nous allons parler uniquement de la SA, de la SA et également de la SAS. Nous allons ajouter à ça des établissements qui sont également des structures
qui sont très convoités par les entrepreneurs lorsqu'ils décident de lancer leur entreprise. Nous allons donc commencer par les établissements, si tu permets. Je voudrais donner comme ça quelques caractéristiques à la volée pour permettre au public qui nous suit de pouvoir faire des choix. L'établissement a comme caractéristique qu'on appelle généralement le promoteur. C'est un type de structure qu'on appelle même généralement personne physique parce qu'elle est rattachée à la personne qui l'a créée, c'est-à-dire au promoteur. Bon, elle présente comme avantage un faible coût de création. Elle n'exige pas de statut, pas de capital social également exigé. Et elle a pour particularité également de donner le pouvoir exécutif à une seule personne, c'est-à-dire au promoteur. Sauf que l'inconvénient qui ressort très rapidement de ce type d'entreprise, c'est qu'au niveau de la protection du patrimoine, les biens de l'entreprise, c'est-à-dire le patrimoine de l'entreprise, est rattaché à celui de son promoteur. Et par conséquent, s'il advient que l'entreprise, la structure soit endettée auprès des créanciers, ces derniers peuvent se tourner non seulement sur les biens du promoteur, mais également sur ceux qui lui appartiennent personnellement, c'est-à-dire ses biens personnels. Donc, il n'est pas très conseillé, comme recommandation, ce que je peux dire, il n'est pas très conseillé ici pour des entrepreneurs qui ont un patrimoine assez étendu et qui souhaitent protéger leurs biens, de choisir ce type d'entreprise. Passons maintenant à la SARL. La SARL également, c'est une société qui peut être créée par une personne. On parlera ici de SUA, c'est-à-dire Société unipersonnelle à risque limité. Et également, elle peut être créée par plusieurs personnes. Les avantages qu'elle propose sont le faible coût de création et du capital exigé qui est au Cameroun fixé à 100 000. Également, elle présente au niveau de son organisation une structure assez bien établie, assez bien équilibrée. En réalité, elle peut être gérée par un gérant ou deux gérants ou autres qui sont associés ou non. L'inconvénient de ce type de société, c'est-à-dire la SARL, c'est que l'accès de nouveaux associés est plutôt rigide. Très souvent, au moment de la cession des parts, est encadrée par un droit de préemption. Et même lorsque un associé décède, ses héritiers ne deviennent pas automatiquement associés à l'entreprise, ce qui peut poser un peu problème à certaines personnes. Mais cette forme juridique est conseillée pour des personnes qui veulent sécuriser en même temps le patrimoine de l'entreprise et leur patrimoine personnel. En raison du fait que la responsabilité des associés est limitée à hauteur de leur apport au capital social. Nous allons expliquer plus tard ce que ça veut dire. Bon, je vais passer ici maintenant à la SAS, Société par action simplifiée, qui également, comme les établissements et les SARL, peuvent être créés par une personne, on parlera là donc de SASU, ou par plusieurs personnes. Également, cette structure est très flexible. Aucun capital n'est exigé au moment de la création. La responsabilité est limitée également à concurrence des apports de chaque actionnaire. Et ici, les statuts, la relation des statuts est totalement libre. C'est-à-dire les actionnaires peuvent s'accorder sur le type de direction. On a le choix ici entre
un président directeur général qui peut être accompagné d'un directeur général et d'un directeur général et de deux directeurs généraux adjoints. On a également, on peut également instituer dans ce type de société un conseil d'administration ou un comité de décision. Donc, c'est un type vraiment de société qui laisse une certaine liberté aux actionnaires de pouvoir meubler, de pouvoir organiser le fonctionnement de leur entreprise. Également, le problème qui ressort de la SAS, c'est que sa création nécessite un peu un coût élevé du fait qu'elle s'opère devant le notaire. Donc, il est assez compliqué pour des entrepreneurs qui n'ont pas un capital assez conséquent de pouvoir créer ce type de société. Mais toutefois, elle est recommandée pour des associés qui voudraient accueillir dans le futur de nouveaux actionnaires et également des entrepreneurs qui veulent s'associer à plusieurs autres personnes. Cette forme juridique est assez recommandée pour ces entrepreneurs. Nous allons maintenant passer à la SA, qui est la dernière forme juridique que nous allons évoquer au cours de notre entretien. La SA, curieusement, qui est une société par action, peut également être créée par une seule personne ou par plusieurs personnes. Son organisation, par contre, est très rigide et elle sollicite vraiment de gros investissements. Le capital minimum est fixé ici à 10 millions et 50 millions pour les SA qui souhaitent faire appel public à l'épargne. Vous comprendrez que ce n'est pas un type de société qui est ouverte à n'importe quel entrepreneur. Donc, pour les PME, pour les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs qui souhaitent débuter, nous pouvons clôturer en disant que il est conseillé de choisir la SAR ou la SA, du fait que, premièrement, la responsabilité des associés est limitée à leur rapport et également l'organisation de la structure est assez souple et en même temps rigoureuse. J'espère ne pas avoir pris beaucoup de temps. Je vais comme ça redonner la parole à M. Melvin, le modérateur. Merci vraiment pour cette précision. Et on retiendra donc notamment que l'entrepreneur qui veut créer son entreprise a globalement une palette d'entreprises, parmi lesquelles il peut faire son choix, palette de formes juridiques notamment. Il peut créer sous forme d'établissement. Je crois que tu as donné assez d'éléments caractéristiques de l'établissement. Il peut opter pour une SARL. Tu as suffisamment développé sur les caractéristiques de la SARL. Il peut également opter pour une SAS, société par action certifiée, et il a aussi le choix de pouvoir se positionner sur une SA qu'on appelle généralement les sociétés anonymes. Maintenant, on comprend donc que c'est des différents types de sociétés parmi lesquelles on peut choisir. Voilà donc ces modalités générales. Et je crois que dans tes explications, tu as mis en exergue le fait qu'il y avait généralement une assemblée d'associés, l'assemblée générale des associés ou l'assemblée des associés ou des actionnaires dans les sociétés anonymes. Donc, il y avait généralement le groupe de ceux qui ont fondé la société et qu'on distinguait de ceux qui dirigent. Bon, maintenant, j'aimerais donc relancer Willy. Willy, est-ce qu'à ton niveau, tu peux un peu nous expliquer quelles sont un peu les implications comptables de la création d'entreprise? Parce que l'on sait que David a mis en exergue le fait que lorsqu'on crée une entreprise, on a très souvent un capital qui est exigé. Je crois que pour les SA, c'est que le capital minimum, c'est 10 millions. Ça veut dire que pour créer l'entreprise, il faut de l'argent. Mais est-ce qu'en dehors de l'argent, souvent, on dit aussi qu'il faut des apports en nature? Et en dehors des apports en nature, il y a souvent des apports en industrie. Donc maintenant, lorsque les apports sont faits
en argent, je sais que forcément, il y a des documents qu'il avait produits sur lesquels le comptable a un regard pratique. Lorsqu'au-delà de l'apport en argent, quelqu'un apporte peut-être une table, un terrain pour le fonctionnement d'une entreprise, le comptable a un regard particulier. Maintenant, je voudrais donc demander au comptable que tu es de préciser un peu, de présenter un peu à ceux qui nous suivent quels sont les différents éléments comptables sur lesquels le comptable que tu es s'appuie, avec lesquels il travaille lors de la création d'entreprise. Et au-delà de la création d'entreprise, lors de la transformation d'entreprise, lorsqu'on sait que lorsqu'on transforme une entreprise qui est par exemple à la base une SARL, peut vouloir devenir demain une société par action simplifiée ou une SA. Et je sais qu'à ce niveau, avant la transformation de l'entreprise au comptable intelligent, est-ce que donc tu peux nous dire quelques mots sur l'implication du comptable dans la création de l'entreprise, une entreprise nouvelle, et l'implication également du comptable dans la création ou la transformation d'une entreprise déjà créée? D'accord. Okay, merci pour la question, pour la belle question. Donc déjà, pour répondre à celle-ci, je vais peut-être y aller de façon méthodique, donc en allant sur les formes de chaque société, comme Dada l'a fait précédemment. Donc, on va commencer peut-être par l'établissement pour dérouler notre propos. Donc, comme Dada l'a dit, l'établissement est rattaché à la personne physique. Donc, lorsqu'on crée un établissement, c'est moi, Willy Sojib, je décide de faire une activité et je crée une entreprise établissement Willy pour travailler si je n'ai pas les moyens pour faire une autre forme de société, que ce soit la SA, la SAL ou bien la SAS. Donc, l'établissement est rattaché à la personne. D'un point de vue comptable, comme on le voit, à la création, lors de la création d'un établissement, il n'y a pas de capital minimum qu'on vous demande. Et que moi, Willy, lorsque je viens créer ma société, je verse juste les frais pour les modalités de création de l'établissement et l'établissement se crée. Donc, je n'ai pas de capital minimum à apporter lorsque je veux faire un établissement. Donc, d'un point de vue comptable, on comprend très bien que l'écriture de création de l'entreprise n'implique pas au capital, j'ai mis tant. Ça, c'est pour l'exemple de l'établissement. Alors, si on va sur des sociétés un peu plus évoluées, comme la salle, prendre le deuxième cas, on le sait, avant la salle, pour faire une salle, il fallait un capital d'1 million, absolument. Et c'est 1 million, pour créer la salle, il fallait donc le faire devant un notaire. Donc, les frais étaient assez élevés. Et l'État a pensé que pour encourager l'entrepreneuriat, la salle, juridiquement, comme Dada l'a expliqué précédemment, juridiquement, la salle couvrant mieux les actionnaires, on s'est dit, bon, il faut simplifier les formalités de création de la salle. C'est pour ça que le capital est quitté de 1 million à 100 000 pour la création d'une salle. Mais ça a des implications comptables qui sont, à mon avis, assez importantes. Je vais prendre un exemple. La plupart des jeunes entrepreneurs, lorsqu'ils veulent créer l'entreprise, pour que ça fasse beau, il veut faire sa salle unipersonnelle, pour que ça fasse beau, il est tenté, puisqu'on ne lui demande pas de donner un bon de souscription du capital, donc ne pas avoir déposé ce capital dans un compte bancaire, il est tenté de mettre un capital qui peut sembler ronflant beau, parce qu'il se dit, bon, pour mes activités, de dire que j'ai un capital de 2 millions, 3 millions, ça peut être incitatif, ça peut me faire gagner des marchés. Donc, les jeunes entrepreneurs vont assez vite vers cette facilité-là. Ils décident de mettre des capitaux qui, d'un point de vue comptable, deviennent difficiles à justifier. Pourquoi? Le capital repose sur quelque chose. De façon simple, la comptabilité repose sur un principe simple. Ça se résume en 2 mots. Ce que j'ai grâce à. Donc, j'ai le téléphone grâce à l'argent que j'ai acheté. Voilà, la comptabilité ne repose que sur ça. Donc, vous comprenez qu'un associé qui décide de faire une salle
au capital d'1 million. Le capital d'1 million, oui, on va dire c'est ce qu'il a. Mais grâce à quoi? Qu'est-ce qui soutient ce capital? Est-ce que les 2 millions sont dans un compte bancaire? Est-ce que les 2 millions sont dans sa caisse? Est-ce que les 2 millions sont en immobilisation? Donc voilà le piège dans lequel beaucoup de jeunes entrepreneurs tombent. Et la comptabilité a du mal à justifier la souscription qu'il a fait au départ. Donc, dans notre cas d'espèce, le jeune entrepreneur qui fait sa société avec un capital de 3 millions, nous, le comptable derrière pour justifier ces 3 millions, c'est assez difficile parce que les 3 millions ne sont positionnés nulle part. Ce n'est pas dans la banque, ce n'est pas dans sa caisse, ce n'est pas en immobilisation, ce n'est même pas intellectuel. Donc, le comptable peut se retrouver en train de fabriquer, entre guillemets, de fabriquer des justificatifs pour justifier ce capital-là. Donc, le conseil qu'on a donné aux jeunes entrepreneurs, c'est au moment, si vous décidez, je veux faire une salle parce que juridiquement, elle me couvre mieux, ça correspond à mes activités, il faut faire attention au capital que vous allez déclarer. Ce n'est pas le capital qui vous donne les marchés. Donc, il vaut mieux faire votre salle à 100 000. Au moins, les 100 000 sont justifiables. 100 000 est dans votre compte bancaire, 100 000 est dans votre caisse. 100 000 peut être une table avec laquelle vous avez commencé. Au moins, ces 100 000 sont facilement justifiables que d'aller dans un capital qui peut être assez ronflant et compliqué plus tard. Ça, c'est pour le cas de la salle. Pour le cas de la SA, vous comprenez qu'on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème parce que d'un point de vue juridique, lorsque l'on crée la SA, obligatoirement, ça se fait devant notaire. Et entre autres pièces qu'on demande pour constituer la SA, on va vous demander le bon de souscription du capital. Donc, la preuve que vous avez déposé ces 10 millions dans un compte bancaire ou que vous disposez des éléments matériels qui atteignent ces 10 millions. Donc, d'un point de vue comptable, pour nous, c'est assez facile pour la création de la SA puisque les écritures comptables sont justifiées. La SA au capital de 10 millions, est-ce que les apports sont en numéraire? Les numéraires sont déposés où? Dans quel compte? Est-ce que les apports sont en nature? Où sont les éléments matériels qui soutiennent ce capital? Donc ça, c'est le petit résumé que je peux faire en fonction des 3 types de sociétés. Mais déjà, pour chuter, tu as abordé le cas d'une entreprise qui veut peut-être fusionner ou qui veut changer de régime. Alors, à ce moment-là, intervient un métier en Afrique qui s'appelle le commissariat aux apports. Donc, je prends un exemple. Moi, Willy, j'ai une salle au capital d'1 million. Je veux jumeler avec toi, Melvin, qui a une salle au capital de 2 millions. Alors, au moment où on veut jumeler, on veut fusionner ces 2 entreprises, le commissaire aux apports doit se rassurer que les 1 million ou les 2 millions de chaque entreprise existent bel et bien. Donc, moi, Willy, j'ai décidé, j'ai dit mon entreprise vaut 1 million, mon capital vaut 1 million. Les 1 million sont représentés par quoi? Est-ce que ces 1 million sont dans un compte bancaire? Le commissaire aux apports doit avoir la preuve que les 1 million sont dans un compte bancaire. Et si les 1 million sont plutôt soutenus par du matériel, le commissaire aux apports doit être celui qui valorise le matériel. Et c'est là où la technicité de ce métier entre un peu. Parce que la valorisation du matériel fait entrer les amortissements, donc la dépréciation du matériel. Le commissaire aux apports doit se rassurer que malgré la dépréciation, donc malgré le fait que le matériel a perdu en valeur, il n'est pas obsolète. Il a bien la valeur qui a été mise par l'associé. Donc voilà peut-être la petite subtilité qui peut entrer au moment où la fusion intervient. Donc de façon simple, n'entrons pas dans les trucs assez techniques. Voilà ce que je peux présenter sur les différentes formes de société et le capital. Merci, Willy. Déjà, je retire donc de vos 2 interventions que pour créer une société, au Cameroun, il y a différentes formes
de sociétés parmi lesquelles on peut choisir la sienne. On les a suffisamment évoqués tout à l'heure. Mais que l'un des premiers éléments qui permet de choisir la forme juridique adaptée à son entreprise, c'est le capital. Si on n'a pas de capital, on va vers l'établissement. Et maintenant, en fonction du montant du capital, on peut choisir la SAL, la SA ou la SAS. Maintenant, au Cameroun, on sait à la faveur des dernières réformes de la loi d'un décret du 27 février 2017. Il est possible au Cameroun de créer une salle avec seulement 100 000 francs de capital social. Et lorsque déjà vous êtes deux associés et que vous avez un capital social qui atteint 1 million, vous devez aller chez le notaire. Et si vous êtes seul associé et que votre capital est moins de 5 millions, vous pouvez encore le créer au centre des formalités de création d'entreprise. On va le dire ainsi. Il y en a 10 au Cameroun, un par région. Et donc, lorsque vous avez donc ce capital, le capital détermine déjà à lui seul le type d'entreprise que vous devez pouvoir créer. Donc, lorsqu'on crée une société par action certifiée, on sait que le capital minimum doit être d'1 million, vu que ça se crée chez le notaire. Il en est de même pour la société anonyme, dont le capital minimal de base doit être 10 000. Donc, si vous voulez créer une entreprise, en fonction du capital que vous avez, vous savez déjà si vous pouvez la créer dans les centres de formalité de création d'entreprise ou chez le notaire. Et on a donc vu qu'il y a un deuxième élément qui entre en compte, le nombre d'associés. Pour choisir son entreprise, sa forme juridique, il faut aussi regarder quel est le nombre d'associés. Et sur ce point, on a donc vu que globalement, tantôt on disait qu'il y a des sociétés, les SARL qui peuvent être créées seules ou accompagner les SA. J'aimerais vraiment, David, que tu puisses un peu nous clarifier quelles sont les entreprises qu'on est obligé de créer avec quelqu'un et quelles sont les entreprises qu'on peut créer seul. Est-ce qu'à ce niveau déjà, tu peux faire une clarification pour qu'on avance sur les critères suivants? Oui, je te remercie une fois de plus pour la question qui est posée. De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dehors des sociétés de personnes, les autres types de sociétés peuvent être créés à une seule personne ou plusieurs. C'est-à-dire, nous avons l'établissement qui ne peut être créé que par une seule personne. Dans ce type d'établissement, on ne peut pas avoir d'associés. La salle, par contre, laisse la possibilité aux entrepreneurs d'être créés par un seul associé ou avec d'autres, par plusieurs associés. Il en est de même pour la SAS qui peut être créée par une seule personne, c'est-à-dire un associé unique. On parlera à ce moment de SASU. Et même, ce qui nous semblerait vraiment étonner beaucoup de personnes, la SA, la société anonyme, peut également être créée par un seul associé, par un seul actionnaire, autant pour moi. Nous voyons donc qu'en dehors des sociétés de personnes, les autres types de sociétés peuvent être créés par une ou plusieurs associés en dehors, bien sûr, des établissements. Merci pour la question. Je vous remets la parole. Merci donc pour cette précision. Merci pour cette précision, David. On sait donc effectivement au Cameroun, il y a des sociétés qu'on peut créer seules, il y a des sociétés qu'on ne peut créer avec d'autres personnes. Mais il y a aussi des établissements qui ne peuvent qu'être créés seuls. Donc, une fois que l'entreprise, en fonction du capital dont on dispose, comment choisir son entreprise en fonction du nombre d'associés? Il y a également un critère très important que tu as évoqué dès le début. Ça touche notamment à la responsabilité des fondateurs. Il y a une responsabilité générale qui est liée aux différents types d'entreprises. J'attendais vraiment d'ailleurs que tu te prononces là-dessus.
comment est-ce que la responsabilité est organisée en fonction des types d'entreprises. Donc, en d'autres termes, comment est-ce que la responsabilité est organisée si on a un établissement? Comment la responsabilité est organisée? Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre la responsabilité de quelqu'un qui est stable? Quel est le degré de responsabilité? Et quel est le degré de responsabilité pour ceux qui ont opté pour les sociétés de personnes, comme les sociétés par actions certifiées et les sociétés anonymes. Et derrière toi, je vais relancer mon Soger sur les aspects fiscaux des différents types de responsabilités. Donc, je te prie d'éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent aujourd'hui, sur les différents types de régimes, les différents régimes de responsabilité liés aux différentes formes d'entreprises existantes. Une fois de plus, je vais te remercier pour cette parole que tu as bien me donnée. Ce que je peux dire déjà, lorsqu'on parle de responsabilité ici, ça renvoie un peu à la sécurité des actionnaires, sécurité beaucoup plus de leur patrimoine. Lorsqu'on dit donc que la responsabilité est limitée dans certaines entreprises, c'est une manière de protéger en fait le patrimoine de chaque associé ou actionnaire. Prenons par exemple, s'il faut parler des établissements, on a dit d'entrée de jeu que l'établissement est rattaché à la personne même du promoteur. C'est pourquoi on parle de structure personne physique. Ça veut dire quoi? Le patrimoine du promoteur de l'établissement est le même que le patrimoine personnel, autant pour moi, celui du promoteur de l'établissement est le même que celui de la structure. Donc, quelle est la conséquence qui ressort de cela? J'ai dit tantôt ici que lorsque un créancier veut poursuivre le promoteur d'un établissement qui à ce moment est son débiteur, il peut en même temps exercer un recouvrement forcé, c'est-à-dire saisir ses biens, les biens de l'entreprise ou alors se porter directement vers les biens personnels de ce promoteur. Et c'est pourquoi nous avons dit que cette structure n'offre pas une sécurité pour le patrimoine des personnes, pour des entrepreneurs qui veulent vraiment protéger leurs biens, surtout lorsqu'ils ont des biens étendus. S'agissant maintenant de la SAR ou de la SUAL, même c'est-à-dire une SAR créée par une seule personne, on verra à partir de ce type d'entreprise que la responsabilité ici est limitée à hauteur des apports de chaque associé. Cela veut dire, en fait, la qualité d'associé octroie à chaque actionnaire ou associé des droits aux dividendes, c'est-à-dire au partage des bénéfices, mais aussi l'obligation et le devoir de contribuer aux pertes et aux dettes de l'entreprise. À ce moment donc, concrètement, contrairement à ce qui se passe lorsque un créancier poursuit un promoteur d'établissement, le créancier ne pourra saisir à ce moment que les biens de l'entreprise et il ne pourra pas se tourner vers les biens de chaque associé. Et encore, à hauteur de l'apport de chaque associé. Un créancier ne peut pas saisir un associé en dépensant ce que l'actionnaire ou l'associé a apporté dans l'entreprise. Donc, on voit ici qu'à partir de la SUA, il y a une certaine sécurité qui s'offre aux entrepreneurs lorsqu'ils choisissent cette forme de société. Il en va de même pour la SUA, pour la SAG, pour la SAS, pour la SA. Ce sont des types de sociétés où la responsabilité de chaque associé ou actionnaire est limitée à hauteur de son apport, c'est-à-dire de sa contribution au capital de l'entreprise. Et on peut dire vraiment, comme on dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est donc selon ces types de sociétés qui sont indiquées pour des entrepreneurs qui veulent vraiment aller loin dans leur projet. Bon, pour ne pas être loin, je vais chuter par là. Merci une fois de plus pour la question, monsieur Melvin. Donc,
On comprend donc en fonction de son capital, en fonction du nombre d'associés ou encore en fonction de la responsabilité, on peut décider d'opter pour un établissement, une SARL, une SAS ou une SA. Mais maintenant, quand on écoute Dapoury, on se rend bien compte que lorsque, par exemple, on opte pour un établissement, ses propres biens peuvent être saisis pour régler, pour réparer un préjudice créé par l'activité. Ce qui l'est beaucoup moins lorsque ce sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes, par exemple. Maintenant, j'aimerais dire avec Willy, je vous conseille aujourd'hui, sur le plan fiscal, il peut avoir des normes de dette, on peut se retrouver le débat, et bien en dehors avec les partenaires. J'aimerais donc lui dire, surtout sur le plan fiscal, comment est-ce que concrètement la responsabilité des entrepreneurs peut se mettre en œuvre. Autrement dit, si par exemple un entrepreneur qui a créé l'établissement est redevable aux impôts, comment ça va se passer concrètement? Par opposition aux situations dans lesquelles l'entrepreneur est redevable, par exemple, l'entrepreneur qui est redevable a créé une SARL. Est-ce qu'on saisit les biens de la même façon quand c'est une salle ou une SARL? Sur le plan fiscal, Willy, est-ce que tu peux nous éclairer donc sur la mise en jeu de la responsabilité de l'entrepreneur? OK, merci pour la parole. Alors, je pense que la question a été traitée précédemment par Dada. À chaque type d'entreprise est rattachée une responsabilité. Comme on l'a dit, dans l'établissement, vous êtes responsable des biens, des pertes, des créances et des crédits, vous êtes responsable. Dans la société à responsabilité limitée, comme son nom l'indique, la responsabilité est limitée à vos apports. Et les SA, c'est des sociétés de capitaux, essentiellement. Donc, la fiscalité se rattache à ce qui a été défini pour chaque type de société. Donc, si je veux prendre un exemple, lorsque vous avez fait un établissement et que vous êtes redevable devant les impôts, vous n'avez pas payé, vous n'avez pas fait toutes vos déclarations et puis vous avez peut-être une dette fiscale que vous devez régler, les impôts ont la possibilité de saisir vos biens directement puisque les biens et les dettes de la société sont rattachés à vous. C'est le cas également dans la salle. Dans la salle, puisque la responsabilité est limitée, lorsque les impôts veulent saisir les biens de l'entreprise, si vous avez remarqué, ils ne peuvent saisir que les biens appartenant à l'entité même. Donc, fait une saisie, ils vont peut-être bloquer les comptes de l'entreprise, ordonner à un établissement bancaire de recouvrer l'argent à leur place dans les comptes de l'entreprise, mais ils ne vont toucher les biens des associés, des associés limitativement aux apports, à la responsabilité que chacun a dans l'entreprise. Donc, dès le départ, la forme juridique de l'entreprise résout déjà ce problème-là. Merci déjà, merci sur ce point. On retient donc en réalité, si la forme juridique pour laquelle vous avez opté est rattachée à votre patrimoine personnel, ça va de soi que les impôts peuvent saisir votre maison ou votre voiture. Mais lorsque déjà vous avez voulu créer une personne morale distincte de votre personne physique à vous qui crée l'entreprise, lorsqu'on veut exercer les mesures de recouvrement, les impôts se contenteront de saisir le patrimoine de l'entreprise. Ce patrimoine qui peut être des comptes bancaires dans un établissement de crédit de la place, ce patrimoine qui peut être des tables, des chaises, des ordinateurs, tout ce qui appartient à l'entreprise. Mais dans le principe, on ne touche pas à vos biens personnels. Comme si vous avez une Uber et que vous devez les impôts de 2 millions et que c'est souvent le SARL, on ne viendra pas saisir votre voiture personnellement. Ces précisions, je pense, permettent également de pouvoir faire un peu vous décidez quand vous voulez choisir une entreprise. Mais maintenant, je voudrais qu'on intervienne un peu sur un dernier point, la possibilité qu'on a de contrôler ceux qui entrent ou sortent de son entreprise. Parce que l'on sait
que globalement, si on veut pouvoir faire son entreprise, cheminer avec des gens qu'on connaît absolument, on va s'orienter vers le type d'entreprise où la personne est très importante dans la création. Mais lorsqu'on sait que l'on a essentiellement besoin de capitaux, peu importe la personne, que ce soit votre ennemi, on sait qu'on s'oriente vers le type d'entreprise qui ne tient pas trop en considération la personne. Donc, Dakovic, est-ce que sur ce point en particulier, tu peux nous faire quelques précisions? Est-ce que tu peux donc faire des précisions sur le type d'entreprise ou la forme ou la personne, la qualité de la personne avec qui on associe compte, par opposition au type d'entreprise dans laquelle la qualité de la personne avec laquelle on s'associe ne compte pas beaucoup? Est-ce que tu peux nous faire donc cette précision? Oui, comme tu l'as dit, pour être assez bref et essayer d'éclairer un peu notre lanterne à tous, ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est que en dehors vraiment des sociétés de personnes où l'intuition professionnelle est vraiment élevée, est vraiment pris en compte, les autres types de sociétés, bon, pour les SAR quand même, qui est une société hybride, et SAS, la qualité de la personne également est prise en compte, mais pas comme dans les sociétés de personnes. Maintenant, vous parlez par exemple de la SAR. Ici, nous allons nous rendre compte, surtout au moment de la session des départs, que l'entrée ou la sortie d'un associé n'est pas toujours évidente. Par exemple, dans la salle, lorsqu'un associé souhaite céder ses parts, il existe ce qu'on appelle la clause de préemption, qui accorde une priorité aux associés déjà de l'entreprise de racheter les parts du cédant. Il en est de même parfois dans la SAS où vous avez dans les statuts non seulement des clauses de préemption, mais aussi des clauses d'agrément. Toutes ces clauses, en fait, que l'on inscrit dans les statuts permettent de contrôler les entrées et sorties des associés. Donc, ce qu'on peut dire donc pour répondre à la question, les sociétés de capitaux, par contre, ne s'intéressent pas à la qualité même de l'actionnaire. Il s'agit ici du capital, de l'apport qui est important aux yeux de l'entreprise. Donc, on ne tient pas compte vraiment de la personne. C'est pourquoi vous verrez à ce moment que les modalités d'entrée et de sortie dans la SA sont vraiment larges. Pourtant, s'agissant de la SAR, il est possible qu'on puisse acquérir de nouveaux associés, mais l'accès à l'entreprise est assez rigoureux. La SAS, par contre, peut, même comme il y a également la considération de sa personne, la SAS peut modeler en fonction de ses statuts l'entrée et la sortie des associés comme elle le souhaite. Donc, pour chuter, je dirais que la société la plus indiquée pour des entrepreneurs qui souhaitent faire entrer plus tard les associés dans leur entreprise, SAS. Mais que ces modalités d'entrée et de sortie des associés soient assouplies dans les statuts. Je pense que j'ai répondu à votre question, monsieur le gérant. Merci. Merci pour l'intervention. On retient donc que ceux qui tiennent beaucoup à ne cheminer qu'avec les personnes qui contrôlent essentiellement, qui sont leurs proches, leurs amis, leurs frères, optent pour la SARL. Mais ceci n'empêche pas que pour les autres formes de société comme la SAS, on puisse mettre des dispositions dans les statuts qui indiquent un peu quelles sont les modalités suivant lesquelles on peut entrer ou sortir de la société. Mais dans les sociétés de capitaux, purement comme les SA, très souvent, c'est les capitaux qui comptent et donc
Si quelqu'un veut choisir la forme d'entreprise où il ne tiendra pas encore la considération de la personne, mais davantage de capitaux, il peut facilement s'orienter vers une société anonyme. Contrairement aux sociétés à responsabilité limitée ou par principe, on tient vraiment en compte la qualité des gens avec qui on s'associe. Donc, nous avons évoqué donc un ensemble de critères qui permettent de choisir la qualité, le type de société qu'on veut créer. Le premier critère, c'est le capital social. En fonction de ce que vous avez déjà, vous êtes orienté vers le type d'entreprise que vous pouvez créer. Et également le nombre d'associés. Lorsqu'on sait qu'on veut créer la société déjà à deux, on oublie l'établissement par exemple. Il y a au-delà la responsabilité des promoteurs. Si vous êtes prêt à ce que votre patrimoine personnel puisse être engagé pour les faits commis par votre société, vous optez pour un établissement. Mais si par contre vous voulez limiter la responsabilité à ce que vous avez apporté, vous pouvez opter pour la salle. Donc, en fonction du type de responsabilité, on choisit la société. Mais maintenant aussi, en fonction de l'importance que vous accordez au choix de vos associés, vous pouvez vraiment restreindre, vous pouvez limiter l'arrivée des personnes extérieures à l'entreprise, à votre propre décision. C'est généralement dans la salle que c'est plus souvent consacré. Contrairement aux sociétés anonymes, ou au SA et surtout au SAS, dans lesquels les clauses restrictives doivent être expressément mentionnées. On ne peut pas refuser quelqu'un qui apporte de l'argent dans les sociétés anonymes lorsque c'est ouvert, s'il n'y a pas une condition d'inéligibilité, une condition d'interdiction prévue par la loi. Lorsque les actions sont ouvertes et que quelqu'un remplit les conditions, il peut librement y souscrire. Ce qui n'est pas le cas pour la SARL dans laquelle quelqu'un peut bien avoir les moyens, quelqu'un peut bien avoir de l'argent, mais les associés décident tout simplement qu'il n'en fait pas partie. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant et pour ceux qui sont avec nous depuis le début, vous avez donc les différents critères, les différentes formes d'entreprise, les différents critères qui permettent de se décider de choisir l'une ou l'autre des formes d'entreprise. Je veux vraiment déjà remercier Dakovic, qui est le chef du département légal du cabinet, monsieur création, monsieur transformation d'entreprise, monsieur suivi juridique, d'avoir déjà donné tous ces différents éléments qui peuvent éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent à ce moment. Mais à côté, vraiment, je veux aussi remercier Bissoji, qui est le chef du département taxes, qui gère toutes les relations avec les impôts, la CNPS, l'ouverture des dossiers fiscaux et CNPS, toutes les questions liées au business plan, qui notamment nous a beaucoup éclairé sur comment est-ce qu'on passe en écriture le capital qu'on déclare. Il a notamment insisté sur le fait que lorsque vous déclarez un capital, sachez bien que sur le plan comptable, on va pouvoir le retracer, notamment lorsqu'on élabore la DSF, qui est le bilan annuel, la déclaration statistique et fiscale que l'on va déposer aux impôts avant, au plus tard, au 15 mars, sous peine de pénalité. Ces pénalités pouvant au minimum être 250 000 et pouvant aller jusqu'à 1 million. Lorsqu'on a donc pris tous ces éléments en compte, on est bien conscient que les différentes interventions ont peut-être pu laisser en vous quelques points d'interrogation. On va donc se donner quelques minutes pour prendre vos différentes questions et y répondre. Si, bien entendu, il n'y a pas de questions, comprendons que l'exposé aura été assez audible, aura été assez compréhensible et on s'en satisfera. Mais je voudrais bien croire que malgré toutes ces explications, il y a peut-être des éléments de réponse que vous attendiez en souscrivant à ce webinaire, qu'il y a des questions que vous vous posiez et qui ont justifié le fait que justement vous avez voulu prendre part à ce séminaire qui se tient en ligne. Donc, je vais donc passer la parole maintenant à ceux qui nous écoutent pour vos questions. Vous pouvez les poser dans la boîte de dialogue, mais vous pouvez demander la parole. Pour demander la parole, c'est simple. Il vous suffit de placer votre curseur en plein écran et vous allez donc vous cliquez en bas dans plus et vous pouvez donc lever la main. Donc, vous pouvez en bas demander, vous pouvez aussi entrer dans la discussion dans l'onglet messagerie et vous pouvez donc écrire votre question. La parole est donc à ceux qui veulent la prendre.
Donc, à tout moment, vous pouvez réagir. Donc, pendant que les uns et les autres s'apprêtent à réagir, je vais donc faire une sorte de synthèse. Si à l'issue de la synthèse, vous avez donc demandé la parole, elle vous sera donnée. Si vous demandez pas la parole, on va simplement clôturer ce webinaire. Donc déjà, on peut donc retenir qu'au Cameroun, l'activité commerciale est libre, mais peut par moment être soumise à l'obtention d'un agrément. Et lorsque vous vous voulez créer une entreprise, il faut au préalable vous renseigner, savoir même si déjà votre activité est libre. Ou bien ça rentre dans le domaine des techniques. Vous savez qu'en matière de défense, par exemple, il y a beaucoup de restrictions. En matière audiovisuelle, il y a des restrictions. On doit obtenir une licence. Et vous savez que certaines activités ne sont pas permises à des étrangers, ou même quand elles sont permises à des étrangers en général. Lorsque vous savez qu'au Cameroun, si vous voulez vous associer à un étranger et que le capital détenu par l'étranger atteint les 50%, vous devez au préalable obtenir un agrément au niveau du ministère du Commerce. Maintenant, une fois que vous avez décidé de créer votre entreprise, vous devez choisir la forme qui vous va, au moins au début. Et au-delà de cette forme qui vous va au début, vous devez penser au long terme. Vous devez vous demander où est-ce que je vois mon entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Quelle est la forme juridique qui est adaptée à mon entreprise aujourd'hui. Et vous rassurez surtout en rédigeant votre statut. On a pris le soin de pouvoir prévoir la possibilité qu'elle puisse être transformée. Maintenant, la société est ce que décide. Celui qui la crée, c'est pourquoi lorsque vous optez pour une certaine forme juridique, vous avez donc le choix sur ceux qui entrent dans l'entreprise. Ceux qui sont susceptibles d'entrer, est-ce que l'entrée est libre et ouverte à tout le monde, ou bien l'entrée est restreinte? Et dans ce cas, il faudra donc en rédigeant les statuts, on puisse le mentionner. Le capital social est important, il n'est pas que déclaratif. Même si ça fait bien de dire qu'on a 2-3 millions de capital social, il faut bien, comme le ministre l'a dit, être conscient que lors de l'élaboration de la déclaration statistique et fiscale de l'entreprise, ce sont des éléments qui devront être prouvés. L'entreprise a une vie. Et donc, les écritures comptables essaient de retracer à partir de quoi on est parti, qu'est-ce qu'on a au départ, avec quoi on fonctionne les différents mouvements, les flux d'entrée et de sortie des fonds, et surtout ceux qui sortent. On déclare un chiffre d'affaires à l'administration fiscale, mais il faut bien entendu pouvoir prouver ce chiffre d'affaires. L'opération de déclaration en elle-même n'est pas le centre. Il faut pouvoir justifier, quand on dit qu'on a fait 1 million, qu'il y a des pièces comptables qui sont archivées et qui sont bien tenues, qu'il y a des documents comptables, qu'il y a des grands livres qui sont réglementés. Et c'est dans toutes ces tâches qui sont souvent difficiles, qui ne sont pas ouvertes au premier entrepreneur que notre cabinet vous accompagne depuis l'élaboration de votre business plan, depuis la création de votre entreprise, pendant que l'entreprise fonctionne dans le suivi. Pour ne pas manquer des séminaires comme ceci, vous n'avez qu'à vous rendre sur Google, vous tapez LAF Consulting, SARL, LAF Consulting SARL, et vous pouvez donc accéder à notre page Facebook, notre site internet, notre compte Twitter, notre compte LinkedIn, sur lesquels nous communiquons régulièrement, nous partageons du contenu qui peut vous être utile. Si vous avez été les nôtres, soit c'est parce que vous avez soit envie une intention d'entreprendre, soit parce que vous avez entrepris et vous voulez comprendre les conséquences juridiques. Sur nos différentes plateformes, sur notre page Facebook, vous pouvez nous saisir, vous avez un contact, sur notre site internet également, sur nos différents comptes. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Nous nous ferons plaisir de vous accompagner, nous nous ferons plaisir de vous éclairer. N'hésitez pas à consulter nos pages, de vous abonner, parce que justement, c'est en vous abonnant à nos pages que vous pourrez être au courant d'événements comme celui-ci. Je suis relativement satisfait que cette édition ait pu également trouver preneur, que vous soyez connectés avec nous et que vous ayez partagé avec nous ces informations, quoi que ce soit de manière passive. Je vous invite donc à vous abonner, à ne rien manquer des prochaines éditions. Nous organisons en général 2 fois le mois des webinaires qui intéressent les entrepreneurs. Abonnez-vous, connectez-vous, écrivez-nous en inbox via le contact que vous verrez sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous poser vos questions.
N'hésitez pas aussi à partager avec nous votre expérience en tant qu'entrepreneur, parce que c'est ensemble qu'on peut effectivement comprendre les réalités de l'entrepreneuriat et être mieux préparé. Parce que, comme le dit Nelson Mandela, une vision qui n'est pas suivie d'action, c'est du temps perdu. Une action qui n'est pas précédée d'une vision, c'est également du temps perdu. Mais une vision qui est suivie d'une action peut changer le monde. Ensemble, changeons nos vies, changeons les situations de nos familles, de nos quartiers, de nos villages, de nos villes, de notre pays, de notre continent et de ce monde. Impactons l'avenir et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons à chaque fois sur les thématiques concernant l'activité entrepreneuriale comme nous. Ce fut un plaisir. À mes côtés, j'avais Boumou Dakovic, qui est le chef du département de la communauté, et Soji Duili, qui est le chef du département taxes. Au plaisir de vous rencontrer une autre fois pour une autre capsule, pour un autre webinaire. Il me reste que de vous souhaiter un excellent week-end. Bonne soirée à tous. À très bientôt.